Alors, bonjour. Est-ce que nous allons ce matin parler du thème suivant, comment décrire le réel pour inviter à agir sans inquiéter, dès lors qu'on parle de la question climatique, sujet important, intéressant, à un moment où on parle de plus en plus d'éco-anxiété, et en même temps, de l'autre côté, de schisme de réalité. Les experts de la négociation internationale ont ce terme pour dire schisme de réalité, c'est-à-dire beaucoup d'annonces et sur le réel des émissions de CO2 qui augmentent. Donc quelle est la ligne de navigation entre ces deux contraintes? Alors moi, je me présente, Anne Thézenas-Dumoncel, je suis déléguée générale de la conférence des écoles de journalisme. Je prends la modération du débat à la place de Sophie Roland, qui malheureusement a le Covid. Donc je vais à la fois m'appuyer sur son travail et sur le fait que ça fait aussi 10 ans que je travaille sur les questions climatiques et que je rentre également de la COP27. Donc voilà, c'est un sujet qui m'est familier. Donc je vais présenter autour de la table. Nous avons Émilie, je vais faire dans l'ordre des personnes que je vois. Émilie Torgemène, vous êtes rédactrice en chef adjointe du service société du Parisien aujourd'hui en France. Ensuite, alors c'est dans le désordre, mais voilà. Ensuite, nous avons Sophie Garrigou. Vous travaillez sur un sujet extrêmement important aussi, c'est la transformation du modèle économique des entreprises pour qu'elles soient compatibles avec les urgences climatiques. Donc, c'est une fonction très, très importante et vous avez participé aussi à l'élaboration de la loi climat et résilience qui vise aussi à mettre l'écologie dans le quotidien. Donc nous, en tant que journalistes, on travaille sur le quotidien des gens. Et donc voilà, la connexion est importante. Nous avons ensuite Marie Carrega, à la gauche de Sophie, qui est adjointe au secrétaire général de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, l'ONERC. Alors à l'ONERC, vous collectez des informations sur les risques climatiques et en même temps, vous faites des recommandations pour limiter les impacts du réchauffement. J'ai ensuite Michel Dumoret, qui est directeur des rédactions nationales de France Télévisions, c'est ça, depuis mars 2021. Ça serait intéressant de vous entendre sur quel équilibre vous avez choisi en termes de ligne éditoriale sur ce sujet dans l'ensemble de vos rédactions. Et enfin, Marc Hay, vous êtes présentateur météo dans la matinale première édition de BFM TV. J'ai lu que vous étiez passionné par la météo depuis votre enfance et aussi par l'anglais, que vous avez eu 2 rôles en même temps, prof d'anglais et spécialiste météo pendant un certain nombre d'années, mais que maintenant la météo vous a avalé, non? C'est ça? Elle a gagné. Donc voilà donc pour le tour de table des personnes qui sont là. On n'a pas beaucoup de temps, donc les prises de parole devront être toniques et efficaces. On va commencer par un thème qui est important, c'est le choix des mots, en fait, pour parler justement du climat. Vous voyez des unes parfois de médias qui sont très alarmistes, d'autres qui expliquent toujours que la COP, ça a été un échec, etc. Donc comment parler de ça? Et on va commencer à parler de ça en fait avec vous, Marc, parce que je crois que vous avez choisi, en tant que présentateur météo, de sortir un petit peu de la doxa habituelle. Disons que alors, vous regardez toutes et tous la météo à la télévision et vous nous entendez toutes et tous dire un nouvel anticyclone arrive sur la France, une nouvelle vague de chaleur va toucher la France. Et en réalité, ce qui s'est passé dès le mois de juin, on a eu les 42 degrés à Biarritz. Et à un moment donné, moi j'étais à ma 10e ou 12e heure d'antenne, puisque à l'époque je commençais à 10h le matin, je prenais l'antenne à midi. Et vous savez à quelle heure vous prenez l'antenne, mais vous ne savez pas à quelle heure vous terminez l'antenne. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on était le soir et j'avais passé ma journée à dire 42 degrés à Biarritz au mois de juin, c'est inédit, c'est incroyable. Et à un moment donné, on m'a dit, mais j'ai le sentiment que vous êtes en train un peu de changer de ton. Et c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, depuis des années, parce que moi je présente la météo depuis 2014 sur BFM TV, on parle de la chaleur toujours de la même manière. Il va faire chaud. Les températures sont 10 degrés supérieures au normal de saison. Ça n'est pas normal. Et à 22h, c'était pas prévu. J'ai dit, mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est que la France va cramer. Alors c'est une phrase, en effet, qui a buzzé, qui a traversé l'Atlantique, parce que j'ai répondu à des interviews au Canada, aux États-Unis, etc. Je ne pensais pas qu'elle aurait d'ailleurs un tel écho. Mais c'était ça la réalité. Et d'ailleurs, lorsque on regarde ce qui s'est passé cet été,
clairement, je ne pense pas que c'était une phrase en trop, c'est-à-dire des canicules plus longues, toujours plus extrêmes, des canicules maintenant qui ne concernent pas uniquement le sud de la France, mais l'ouest, la Bretagne. Lorsqu'on voit les dizaines de milliers d'hectares qui ont brûlé cet été, et pas autour de la Méditerranée, on parle des plaines du sud-ouest, clairement, je pense que là, on est rentré dans une autre ère, dans une autre dimension, et j'ai pensé, avec mes mots pour le coup, qu'il fallait un peu qu'on change notre manière de parler de ça, parce qu'en réalité, et je pense que tout le monde peut le comprendre, elle est passée, et c'est comme ça que je le dis à l'antenne maintenant, elle est passée 1 heure place du Capitole sous 40 degrés à l'ombre. Clairement, c'est juste pas agréable. Et donc, c'était un peu l'objet de cette sortie, un peu de parler de la chose de cette façon-là. Sophie, vous vouliez dire quelque chose ? Allô, oui. Bonjour à tous. D'abord, je suis très contente d'être là. C'est la première chose. Ce que je voulais vous transmettre, c'est qu'on a tous collectivement tendance à utiliser dans notre communication, pour décrire le réel physique autour de nous, des mots issus du jugement ou des mots de portée générale. Je vous donne un exemple. On a sorti un plan sobriété, le gouvernement. La mesure la plus à impact en termes d'économie d'énergie, c'est le chauffage. Et donc, on dit qu'on recommande qu'il y ait dans les intérieurs 19 degrés maximum, 18 degrés dans les chambres, etc. Et puis, on entend en permanence, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou les particuliers, nous dire 19 degrés, c'est froid. Mais 19 degrés, ça n'est ni froid ni chaud. C'est 19 degrés. Ce qu'on peut dire, c'est que 19 degrés, c'est plus élevé que 10 degrés et moins élevé que 25 degrés. Mais il n'est écrit nulle part dans le monde physique que 19 degrés, c'est froid ou c'est chaud. C'est notre perception, notre ressenti d'humain, totalement subjectif, parce que 19 degrés pour un Inuit, c'est la Guyane. Et voilà. Donc, cette façon de coller des jugements comme étant de la portée générale rend plus difficile le changement et la transition, un autre mot, écologique, parce qu'on s'accroche à des ressentis historiques. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça passionnant que vous nous disiez ça à la place où vous êtes. Alors, nous, utiliser, pardon, c'est un très mauvais mot d'ailleurs, utiliser des mots, choisir des mots, c'est notre métier. Moi, je travaille pour la presse écrite, donc j'ai un peu moins de direct que ce qui a pu vous arriver. C'était très intéressant, la France va cramer, ça c'est évidemment vérifié. On sait aussi, c'est quasiment un contre-exemple par rapport à la thématique de ce matin, puisque on essaye de ne pas rentrer dans l'éco-anxiété, de ne pas projeter tout le monde dans le désespoir et l'éco-anxiété. Ceci dit, pour les feux, il n'y avait aucun souci. L'année d'avant, on se demandait si en France, on pouvait parler ou pas de méga-feux. Cet été-là, nous, on s'était fait attaquer, y compris par des scientifiques qui nous disaient non, en France, il n'y a pas de méga-feux, on en parle. En Australie, on en parle. En Californie, il faut, c'est des critères objectifs, au moins 1000 hectares, que ce soit à peu près inatteignable. Les mêmes scientifiques nous ont dit, OK, alors en termes d'hectares, on est tout juste limite, mais on est dans des phénomènes de méga-feux. Donc oui, les mots sont importants, on essaie d'y faire attention, mais des fois, il n'est pas question de retenir le réel parce que ça pourrait inquiéter. Enfin voilà, on continue à informer. Mais le réel sans jugement n'inquiète pas. Alors, Michel, vous vouliez dire quelque chose ? Le réel sans jugement n'inquiète pas. Il inquiète moins. Il inquiète moins, en tout cas. C'est vrai, moi je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Marc, c'est qu'aujourd'hui les bulletins météo, je ne sais pas si vous les écoutez, si vous les regardez, c'est l'un des programmes les plus regardés d'une manière assidue par les téléspectateurs. Hein. Quand on se regarde, quand on se croise, on se dit alors ça va, t'as la fin, et puis t'as vu le temps aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'important. En revanche, ce qui est de notre ressort, notre responsabilité aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus délivrer les bulletins météo comme on le faisait avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dès qu'il faisait 30 degrés, on était là avec des présentateurs ou des présentatrices météo qui disaient c'est super, il va faire chaud, c'est super, vous pouvez maintenant en profiter, aller sur la plage. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur
une autre approche, avec d'autres mots qu'on ne peut plus utiliser, parce qu'on est évidemment aujourd'hui tous à notre place éco-responsables, et donc il faut qu'on fasse très attention à adapter en effet notre vocabulaire, sans être, et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vraiment notre gageur à nous, hein, c'est ne pas être moralisateur. Certes, la situation est catastrophique, mais je pense que les gens, au quotidien, eh bien, il y a la guerre en Ukraine, il y a le problème du pouvoir d'achat, il y a les problèmes d'approvisionnement aussi d'énergie, et que globalement, ils en ont tous les matins un petit peu plein dans la besace. Et donc il faut qu'on adapte notre langage pour qu'on soit vraiment sur les solutions. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure. C'est-à-dire que certes la situation est catastrophique, donc ça c'est vraiment planter le décor, mais il y a des gens qui bougent, il y a des choses qui se font à travers le monde et pas qu'en France. Et notre responsabilité à nous, je pense, c'est justement de dire qu'il se fait des choses un peu partout. Marie, justement, vous êtes finalement le nez sur les risques climatiques. Sur quoi il faudrait parler dans cet équilibre entre oui, il y a des vrais problèmes et non, il ne faut pas paniquer. Est-ce que vous, quand vous regardez ce que font les médias, vous dites qu'ils devraient être plus présents là ou là ou là? Alors déjà pour nous, on a vu un vrai glissement et on l'attendait, ce glissement d'enfin dire non, qu'il fasse chaud, qu'on puisse boire un café à l'extérieur mi-novembre, ce n'est pas normal. Voilà. Et on a vu ce glissement, on l'attendait ce glissement, parce que nous, quand on alertait, moi je me souviens quand j'ai commencé, quand j'allais dans le nord de la France et que je disais attention, on va avoir plus de degrés, les gens me regardaient en disant alors il va faire 2 degrés de plus l'hiver, je vois pas où est le problème, quoi. On aura moins froid l'hiver. Donc on voit que les gens ont glissé, on voit qu'il y a cette prise de conscience, même dans la rue, moi j'entends des gens qui disent il fait beau, mais c'est pas normal quand même. Donc c'est pas normal, moi me fait plaisir. En tout cas, je vois que la prise de conscience arrive, parce qu'avant la phrase s'arrêtait à il fait beau. Donc ça c'est bien. On a besoin de ce soutien, parce que mine de rien, si vous regardez la météo et qu'on vous dit ce n'est pas normal, ça va rentrer mieux que si on vous dit il fait beau. Enfin voilà, le message mine de rien passe, ça c'est important. C'est vrai que nous derrière on a besoin de cet équilibre, parce que ce qu'on veut pas, c'est ce qu'on redoute un peu, c'est que les gens passent de c'est pas grave à c'est trop tard, parce que dans les deux cas on ne fait rien en fait. L'éco-fatalisme, de c'est l'éco-anxiété à l'éco-fatalisme. Il ne faut pas passer d'un extrême à un autre, et moi ce que je dis toujours, c'est que si on est correctement informé sur le changement climatique, on est inquiet. Je ne vois pas comment on peut être correctement informé et ne pas être inquiet. Il faut passer par cette phase d'inquiétude, elle est normale. C'est comme dans le deuil, c'est normal. En revanche, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Déjà parce que, tout n'est pas fini. Et c'est vrai que quand on a entendu des raccourcis sur la fin du monde, c'est dans 3 ans. Moi, je le dis comme anecdote, mon plus jeune enfant, il a 11 ans. Et avant même ses 11 ans, il m'a demandé quand était la fin du monde. Et son frère lui a répondu dans 3 ans. Voilà. Alors qu'ils ont quelqu'un à la maison qui pourrait leur répondre, mais parce qu'ils s'informent sur les réseaux sociaux. Vous faites peut-être allusion à l'année 2025. 2025, voilà, qui a été traduite dans le 6e rapport du GIEC comme étant un peu l'année où, au-delà duquel on entrait dans un point, en tout cas dans un moment un peu de non-retour. Oui, mais c'est pas complètement comme ça que le GIEC le dit. Et surtout, ça a été réduit en la fin du monde, c'est 2025, et après, plus rien ne peut être fait. En fait, c'est à chaque minute qu'on peut faire quelque chose. Si on rate le 1,5 degré, l'objectif d'après, c'est 1,6. Si on rate 1,6, on va essayer 1,7. Tout n'est pas fini à 1,5 degré de réchauffement. Je ne dis pas qu'on est dans un pays de bisounours et que ça va bien se passer. Déjà, ça va être difficile à 1,5. Mais ce n'est pas la fin des choses. Et on peut toujours faire. Et il faut lutter, parce que, la meilleure façon de lutter contre l'anxiété, de manière générale, c'est d'agir. Et ça, les psychologues vous le diront tous. Quel que soit le sujet, le meilleur moyen, c'est d'agir. C'est pas de fermer les yeux, c'est d'agir. Là, il se trouve qu'en plus, c'est vrai. Chacun à notre niveau, on peut faire des choses. Et il faut le faire, d'ailleurs. Si on ne veut pas avoir des étés comme tous les ans, comme cette année, voire pire, on a encore la main pour le faire. Donc... c'est normal d'être inquiet, c'est une phase normale. Si on n'est pas encore dans la phase d'inquiétude, c'est qu'on est encore un peu en amont. En revanche, il ne faut pas rester dans cette phase, et c'est là où on a besoin de basculer justement sur ce qu'on peut faire, à la fois pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et pour s'adapter, parce que malheureusement, il y a une certaine inertie, il y a de la chaleur qui est piégée dans le système. De toute façon, on n'en est pas encore sorti du problème. Donc il faut jouer sur les deux, agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter à ce climat qui change. Et c'est vrai qu'on a changé la manière de dire les choses, mais pour autant, on ne s'interdit pas de dire que le week-end s'annonce beau. En fait, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est mettre les choses en perspective. C'est-à-dire que lorsqu'on a un mois d'octobre qui est historiquement chaud et sec,
on ne peut pas dire à l'antenne, à la télé, c'est très bien, le week-end s'annonce beau, ensoleillé avec 30 degrés. Alors on peut dire éventuellement que d'un point de vue personnel, ça va être agréable, sympathique, pourquoi pas, mais il faut tout de suite dire derrière que clairement ça pose problème parce que les nappes phréatiques sont à un niveau très bas, que ça n'est pas normal et que clairement on a besoin d'eau. En fait, il faut toujours qu'on mette en perspective le temps qu'il fait. Parce qu'il faut apporter cette vision plus large aux téléspectateurs. Il faut que les gens comprennent que, en fait, 30 degrés en octobre ou 32 dans le sud-ouest, ça n'est pas normal. Quand il fait 25 degrés, c'était encore le cas il y a 15 jours, jusqu'au nord de la Loire, clairement, on est plus 10 au-dessus des normales. Donc il faut vraiment toujours mettre les choses dans leur contexte. Ce qui est intéressant dans cet échange aussi, c'est que nous, le journaliste, on dit toujours l'historien du présent, enfin on est dans le ici et maintenant, et en fait au fond la question du réchauffement nous projette en 2100, les 2 degrés à la fin du siècle, qui nous sort de notre temporalité habituelle, y compris de journalistes. Et peut-être qu'il faudrait avoir des espaces différents qui permettent de se projeter pour se projeter dans le futur et de ne pas rendre le présent anxiogène. En tout cas, je pense que c'est une vraie question pour les médias et aussi justement par rapport au public qui est à la fois l'information, mais il y a le présent et il y a le futur et les projections. En tout cas, travailler sur le climat, c'est immédiatement rentrer dans une temporalité qui n'a plus rien à voir, qui est à la fois le présent, les méga-feux cet été, ou les sécheresses, et le futur, puisque toute l'action vise à faire que le futur soit bien mieux que ce qu'il est annoncé. On va justement aborder le deuxième thème de cette séquence, qui est la couverture des COP, puisque la COP 27 vient de se terminer. Je vais commencer à donner la parole à Michel, puis Émilie, qui y était, comme moi d'ailleurs. Michel, comment est-ce qu'on aborde en tant que média cet événement gigantesque dont les mots sont assez complexes à comprendre? J'y ai passé 15 ans, j'ai une petite idée de la difficulté. Comment vous abordez ça quand vous dirigez donc les rédactions? Quelles sont vos indications, votre vision? Bon, d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, les COP 27, même si on est à chaque fois un petit peu frustré et déçu des résultats. En tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui à France Télévisions, c'est qu'on essaie d'anticiper le plus possible en amont ces événements majeurs. Alors, ce qui nous intéresse moins, je vous le dis très honnêtement, c'est la couverture finalement factuelle, quoi, avec la rencontre des chefs d'État, etc., qui globalement frustre un petit peu nos téléspectateurs et globalement, il y a un manque de crédibilité aujourd'hui, je trouve, et je le dis d'une manière très sincère. Et donc, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé des équipes à peu près dans le monde entier, que ce soit au Brésil, en Afrique du Sud, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit aussi sur le territoire français, pour expliquer et montrer un petit peu, d'abord montrer les dégâts et montrer justement ce qui était aussi peut-être dans le cadre de la COP27, ce qui pouvait monter en termes d'initiative. Donc, ce qu'on a voulu faire, et j'espère qu'on a plutôt atteint cet objectif, c'est de dénoncer et de montrer aussi ce qui se faisait. Donc ça, c'était pour la COP27 avec des directs. On a évidemment parlé de cet événement d'une manière factuelle avec des directs, mais on a surtout travaillé en amont. C'est-à-dire qu'on a essayé d'abord ne pas y être que le jour même de l'ouverture, mais bien en amont. Et aussi, on essaye de poursuivre cet effort tout au long des semaines à venir. Il y a la COP27, il y a une autre réunion, moi, qui me semble aussi très, très importante, qui est celle du mois de décembre, qui va être consacrée à la biodiversité. Et la biodiversité, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins, et pourtant l'impact du réchauffement climatique sur la biodiversité est dingue, est immense. Et je pense qu'en plus, on a là un levier pour faire comprendre finalement ce qui est en train de se passer, parce que ça, c'est la biodiversité, c'est le quotidien, c'est ce qu'on voit, c'est les oiseaux qu'on n'entend plus, ou les arbres qui meurent. Et donc ça, je pense que ça sensibilise encore plus les gens. Donc COP27, mais il ne faut pas rester que sur cette COP27. Il y a un autre événement qui est un petit peu moins médiatique, parce que d'ailleurs, les chefs d'État ne vont pas se rendre à cette réunion importante qui a lieu au Canada, je crois que c'est début décembre. Et je le regrette. Et donc, du coup, nous, on va être encore plus présents que sur la COP27, parce qu'on pense que ça parle encore plus à nos téléspectateurs. Et je pense aussi qu'on a vu, et vous avez vu, une multiplication des émissions, des programmes en lien avec tout ça. Il y a eu une émission sur les arbres sur France 2. Nous, à BFM, on a fait une émission 2050. On a d'ailleurs décidé de commencer par le scénario positif. Les solutions, parce qu'on sait tous maintenant que le réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau de la mer, c'est des méga-feux, c'est des températures caniculaires. Donc nous, on a voulu apporter autre chose. Pendant une grande partie de l'émission, c'était vraiment un côté tourné sur les solutions. Et après, bien sûr que si on ne fait pas les efforts nécessaires, voilà ce qui nous attend.
Et voilà, et comme tous les médias, on va travailler sur la météo de l'électricité parce que c'est important, on est dans un contexte particulier, lorsque ça va être un peu tendu, on va devoir... Mais pas uniquement pour dire, attention, c'est rouge, on arrête de consommer. Il faut qu'on ait une vision un peu plus large, à savoir apporter des solutions, des astuces. D'une part parce que c'est bon pour la planète, clairement, et puis parce qu'aussi on a des gens en face de nous, des Françaises et des Français qui sont concernés par l'inflation, c'est de plus en plus difficile, et qu'il faut aussi leur dire que déjà d'une part, s'ils font des efforts, c'est bon pour la planète, et de deux, c'est aussi bon pour le portefeuille. Juste quelques instants sur la COP 27 en elle-même, sur les COP en général. C'est effectivement un événement compliqué à traiter médiatiquement. Je vais vous parler de mon cas, particulièrement pour le média qui est le mien, Le Parisien, qui est un média très grand public. La diplomatie, c'est pas forcément on est assez d'accord, c'est pas forcément le cœur de ce qu'on fait, mais on essaye de le faire quand même pour pouvoir suivre rapidement les choses. Alors, nous, on a la première question qu'on s'était posée, la deuxième d'ailleurs, la première question qu'on s'était posée, c'était aussi en amont, c'était quel type d'effort nous, le monde, les Français, mais aussi dans d'autres pays en développement ou de pays aussi avancés que nous, quel type d'effort on était capable de faire. Voilà, ça c'était notre première question. Et notre deuxième question, c'est une question un peu basique, mais qui avait l'intérêt d'être posée, je pense, et d'être reposée, c'est à quoi ça sert une COP ? Et franchement, je pense que c'est loin de servir à rien. Ça reste très important. Non, mais c'est très simple de le dire de cette façon-là, mais c'est important. Ce sont quand même des espaces diplomatiques importants. L'objectif d'1,5 degré, on ne l'atteindra peut-être pas, mais il est posé. C'est un endroit où des pays qui n'ont jamais voix au chapitre, on voit au chapitre. Et pour nous, médias, pour moi, journaliste environnement du Parisien, c'est aussi l'occasion, dans cette grande foire un peu dingue, voilà, pour ceux qui y étaient, d'attraper des gens qu'on ne croise jamais, qui sont des militants d'Afrique subsaharienne que franchement je croise assez peu dans mon quotidien, des scientifiques qui travaillent sur de l'observation spatiale. Alors oui, on peut aller les voir à Toulouse, mais il y en a qui viennent des États-Unis ou d'ailleurs, qu'on voit aussi rarement. Et puis là, puisque c'était une COP africaine, ça a beaucoup été dit, on a vu aussi toute une jeunesse africaine à laquelle on n'a pas tellement accès. Donc il y a à peu près une douzaine de personnes à qui j'ai dit « We will follow up, on viendra vous voir en Ouganda, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon ». Voilà, je vous l'ai dit. Vraisemblablement, on ne fera pas tout, mais je suis sûre que dans l'année, on ira en suivre quelques-uns. Ce qui est clair, c'est qu'une COP, c'est quand même le rassemblement annuel de tous les gens qui travaillent sur le climat dans le monde. Et donc, c'est un énorme échange d'énergie, d'informations pour l'année suivante. Et aussi dans les pays d'accueil des COP, avant qu'il y ait la COP à Lima, au Pérou, il n'y avait pas de ministère de l'Environnement. C'est que ça oblige aussi le pays d'accueil de la COP, au fond, de se montrer un peu exemplaire sur ces sujets-là. Donc, même s'il y a une COP 360, moi, je pense que chaque COP est utile. Ça ne veut pas dire que l'impact sur les émissions de CO2, d'ailleurs, elle ne dépend pas. C'est pas les négociateurs climat qui font réduire les émissions de CO2. C'est nous, c'est les entreprises, c'est les villes, c'est les États. Mais donc, ce rendez-vous-là, ça crée quand même un coup de projecteur et d'échange très fort sur le climat. Sur la partie solution qui a commencé à être évoquée, qui était un des points importants, justement, et vous l'avez bien dit, Sophie, au fond, comment on sort de l'angoisse par l'action ? Est-ce qu'on voit bien qu'il y a un changement donc, dans l'approche des médias sur prise de conscience après l'accord de Paris ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, des concepts nouveaux comme ces émissions. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie ? Puis on peut revenir là-dessus, parce que je crois que c'est un point important. Deux choses très vite, parce qu'on a plein de choses à dire tous. Michel, je voulais vous dire que l'une des choses sur lesquelles on travaille, le gouvernement et l'action publique, c'est la question de la représentation et du lien sur la biodiversité. Parce que biodiversité, c'est un mot, encore une fois, et c'est très difficile de se dire en quoi je sais que telle ou telle action de manger, se déplacer, mon appart, etc., a un impact sur la biodiversité concret. Et les publicitaires, un exemple, les publicitaires, quand ils représentent le bonheur familial, ils le représentent très souvent dans une maison, un pavillon. Donc il y a monsieur, madame et les enfants, ils étendent le linge ensemble et tout, ils sont tout contents. Ou de madame ou de monsieur, peu importe. Hein. Mais ils sont dans une maison avec une baie vitrée sur le jardin.
Exposé plein sud. Exposé plein sud. Ok. C'est une... voilà. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on leur dit, mais variez les représentations de bonheur familial. Ce serait cool de voir un bonheur familial dans un bel appartement ou un appartement en bordel ou peu importe, mais dans un appart. Voilà. Deuxième chose, donc ça je voulais vous le dire parce que c'est un truc qu'on travaille beaucoup et c'est pas simple. Deuxième chose, je te passe la parole et j'en reparlerai après, c'est la sobriété. Le mot sobriété, on a un plan qu'on a décliné là-dessus, mais je crois que tu voulais dire un mot sur l'adaptation d'abord. En fait, peut-être juste une expression qui nous a fait tiquer toutes les deux, le bon pour la planète. Ah ouais, vas-y. C'est pas bon pour la planète, c'est bon pour nous, en fait. Oui. Non, mais Ouais. mine de rien, parce qu'on entend beaucoup, c'est bon pour la planète. La planète, elle va bien, elle s'adapte toute seule, en fait. La question, c'est plutôt est-ce que l'espèce humaine va être capable de s'adapter? Donc les gestes là qu'on fait, en fait, il faut avoir en tête qu'on les fait surtout pour nous. Et je pense que pour nous, c'est important de rappeler que... Alors, si je prends 30 secondes de plus, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps en présentant le changement climatique avec l'ours polaire sur sa banquise et les icebergs qui tombent, etc. Parce que ça donne l'impression que c'est très loin, que c'est pas nous, c'est pas la France. Mais Le je changement pense climatique. qu'on l'a pas du tout. Enfin, on l'illustre plus du tout de cette Ah bah moi j'ai façon-là. encore vu récemment, je sais plus où, Enfin, il suffit de regarder un truc sur les le changement journaux cet climatique. été, Ça a commencé par ça, ça a commencé par un iceberg qui tombe, puis après la course polaire. En 2022, j'ai encore ça. Je pense qu'on a perdu du temps parce que ça donnait l'impression que c'était pas loin, que c'était pas nous. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est aujourd'hui, c'est la France et c'est nous en fait. Et toutes ces choses-là qu'on fait, c'est bien pour nous parce que économiser de l'énergie, c'est bien pour leur portefeuille, c'est bien pour atténuer les émissions, donc c'est bien pour limiter les impacts qu'il y aura sur la population en fait. C'est ça qu'il faut rappeler. C'est pas bon pour la planète. Enfin, accessoirement, c'est bon pour la planète. Et encore, qu'est-ce qu'on définit? C'est quoi la planète? Mais c'est surtout bon pour nous et c'est ça qu'il faut rappeler, je pense, en premier. Je me permets de compléter très vite. En fait, la planète, c'est une entité qu'on met à distance. Quand on dit c'est bon pour la planète, c'est bon pour quelqu'un d'autre, pour un tiers. Ça ne nous concerne pas. Et en fait, je fais ça pour la planète, il faudrait qu'elle me dise merci quand même. Et en réalité, ce n'est pas le sujet. La planète, elle est là jusque dans 4,5 milliards d'années où elle va exploser avec le Soleil. Si la planète, c'est une entité désertique, sans arbres, sans eau, peu importe, il n'y a personne pour lui dire c'est bon, c'est mal pour elle. Mais nous, on ne sera plus là, ça c'est sûr. Voilà, donc effectivement, ça nous choque un peu quand on entend toujours cette mise à distance, c'est bon pour la planète. Ben, en fait, non, elle s'en fout complètement, c'est juste bon pour nous. Voilà. Et c'est en ce sens que la sobriété, chaque geste compte. On a fait un plan de sobriété au départ sous un angle économie d'énergie court terme Ukraine, mais en réalité, c'est vraiment réfléchir à chacun de ces gestes, les trier. Il ne s'agit pas d'arrêter de vivre, de se faire plaisir, pas du tout. Il s'agit peut-être de conscientiser comment on vit, de réfléchir à chaque chose et de trier, de se dire, ben, en réalité, moi, les bains chauds, j'adore ça, vraiment, ça me fait un bien fou. Ben, je vais continuer à en prendre un, je sais pas, un tous les 3 mois. Avant, j'en prenais un tous les jours. Ou alors, voilà, c'est ça la sobriété. C'est pour ça que quand on dit chaque geste compte, il compte pour nous, pas pour la planète. C'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que c'est vrai que j'ai dit c'est bon pour la planète, mais parce que c'est une phrase qu'on dit aussi depuis longtemps, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et ce que je voulais dire, c'est que nous-mêmes, on se corrige au jour le jour. Parfois, on a des automatismes. Et parfois, même quand on est en direct, après un bulletin météo, on se dit « j'ai dit ça, franchement, j'aurais pu dire ça différemment ». Et c'est un travail sur nous-mêmes aussi qu'on fait. Et c'est aussi ce qu'on fait, c'est ce qu'on a voulu faire dans les bulletins météo. Au début, on disait « ça va être un très beau week-end ensoleillé et chaud, c'est super ». Et maintenant, on se dit « attends, non, on est en octobre, on peut plus dire ça ». Donc c'est pour vous dire que parfois on a des phrases qui sont, parce qu'on est dans un travail quotidien, on répète souvent la même chose, et que nous-mêmes on n'est pas non plus, on n'est pas meilleurs que les autres. Nous aussi on fait des efforts à notre échelle, et donc voilà, ça prend du temps parfois, mais on y travaille. En tout cas c'est bon pour la planète, mais c'est surtout bon pour nous et Pour notre karma. Voilà. En tout cas, ce qu'on voit bien, parce que le c'est bon pour la planète, moi je pense que ça a été... Non, mais je pense que ça a permis, pendant un temps, de réveiller les gens
Parce qu'on cherche, nous en tant que journalistes, on cherche aussi nos mots, nos portes d'entrée, quelque chose qui va faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, on n'a peut-être plus besoin de ça comme on pouvait en avoir besoin à un certain moment, parce que justement, on est rentré dans une phase d'action dans tous les secteurs. Et le problème aujourd'hui, c'est plutôt de changer d'échelle sur l'action dans tous les secteurs, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les villes. Et là, du coup, le rôle des journalistes, il va être dans quelque chose de beaucoup plus confortable pour un journaliste, qui est de raconter l'action de transformation. Parce que c'est plus facile de chercher des gens qui font des choses que de raconter un truc qui va changer notre vie en 2100. Et ça, c'est très difficile, en fait. Ou d'intéresser quelqu'un. Il y avait à la COP une jeune Ghanéenne qui a reçu une standing ovation des négociateurs. Elle avait 10 ans, elle était dans la délégation ghanéenne. Et moi, je l'ai utilisé pour mon papier, évidemment. Je dis, une personne pour la COP, je vais pouvoir incarner quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, j'ai croisé John Kerry sur mon pavillon, il a 80 ans. Moi, quand j'aurai 80 ans, je serai à la fin du siècle et je compterai les morts. Eh ben, je peux vous dire que chez les négociateurs, ça fait comme un blanc. Et il y avait des gens qui pleuraient. Et c'est des moments comme ça qui, tout d'un coup, ramènent le temps. Et c'est pour ça que les jeunes sont si importants. Et c'est pour ça que leur parole est aussi juste et authentique. Parce que eux, leurs 80 ans, c'est la fin du siècle voilà, sur lequel tout le monde a le regard. Donc tout ça pour dire qu'en tant que journaliste, on fait un métier super difficile. Parce que raconter des choses complexes et incarner, il faut toujours trouver les humains qui vont être le support dans leur action de ce qu'il faut raconter. Donc si les humains ne font rien, le journaliste n'aura pas grand-chose à raconter. Voilà, donc je passe la parole à Michel. Je voudrais juste compléter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quand même des sources aussi d'espoir, et notamment lorsque tu parlais des jeunes. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que moi, j'ai été élevé dans une génération où on disait qu'il fallait éviter 3 E. Quand on parlait des choses à la télévision, les 3 E, c'était l'économie, l'environnement, l'Europe et l'éducation. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est exactement sur ça que je travaille aujourd'hui. Et ce qu'on s'aperçoit, et notamment sur les plateformes numériques, c'est que les jeunes sont très intéressés par les sujets qu'on leur propose dans ce domaine-là, et peut-être beaucoup plus que ma génération, où voilà, on a été moins éduqués, parce que pour moi, c'est l'éducation. C'est l'éducation à notre niveau, c'est l'éducation à l'école, et ça, c'est pour moi aussi un volet très important, c'est de voir comment aussi à l'éducation nationale, on s'empare de ces sujets-là, comment on partage avec ces enfants, et je pense que là-dessus, il y a encore des choses à faire, et il faut qu'on s'améliore. La loi climat et résilience essaye un petit peu. Ouais, non, mais c'est plutôt un propos optimiste que je dis. Moi, ce qui me frappe vraiment, et notamment, on le voit sur notre plateforme numérique, c'est le nombre de sujets. Regardez, et on fait des études, et on s'aperçoit que le public qui est sur la plateforme numérique est beaucoup plus jeune que notre vieux public qui regarde 20h tous les soirs. Voilà. Sophie, vous vouliez dire quelque chose ? Non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires ? Parce que sinon, on va passer aux questions du public. D'autres prises de parole ? Non, je voulais juste dire, et moi je salue le travail que tu fais, Marc, sur BFM, et pour dire quand même que France Télévisions, on essaye aussi de prendre des risques, entre guillemets, d'audience. Et quand je dis risque d'audience, pour moi, voilà, franchement, ça vaut bien la peine. Et on a mis en effet en place une émission qui s'appelait Aux arbres citoyens, qui était un prime. On nous a tous dit qu'on allait prendre un bouillot d'audience. On l'assumait. Franchement, on a fait 1,7 million d'audience. C'est à peu près la valeur moyenne d'envoyé spécial. Donc, c'était plutôt pour nous une bonne surprise. Et surtout, aussi, ce qu'on a souhaité, c'est que ça soit du concret. Et donc, on a fait un appel aux dons. Et on a quand même réussi à récolter près d'1,8 million d'euros qui est allé à l'association France Nature Environnement pour replanter des arbres, parce que c'était la thématique. Et voilà, ça, je pense que c'est notre mission de service public de le faire. On a quelques résultats, et là, c'était du sonnant et trébuchant. Et vous allez recommencer ce genre de choses, oui, j'imagine ? Oui, on a plein de projets, mais on n'est pas là pour pas parler de ça, mais c'est vrai qu'on a, voilà, pas trop en dire, mais on a l'idée d'une émission sur le climat qui va revenir régulièrement, etc. Mais ça, c'est pour bientôt. Alors, c'est le moment des questions au public. Donc, voilà, il y a plusieurs bras qui se lèvent. On commence. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Ma question s'adresse peut-être plutôt à Madame Garrigou sur la transition économique des entreprises, si j'ai bien compris. Les médias sont des entreprises, elles sont basées exclusivement en termes de modèle économique sur la publicité, donc la consommation. Est-ce que vous prenez en compte les médias et est-ce que vous réfléchissez à d'autres modèles pour les médias ? Cette question est très intéressante et très importante. Pendant la loi climat,
La loi climat a été écrite à partir du rapport de la Convention citoyenne pour le climat. Bon, certains d'entre vous le savent, elle a été jugée décevante. Je comprends pourquoi. Et un papier de politique publique sera intéressant plus tard, je pense, par un sociologue. Pour le sujet qui nous concerne, les citoyens, dans les mesures de la Convention, avaient dit interdiction de publicité pour les produits les plus polluants. 2 problèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un produit le plus polluant ? En politique publique, on est obligé de caractériser, parce que ça doit être évidemment opposable. Vous pouvez, devant un juge, il faut pouvoir dire ce truc, etc., c'est comme ci, comme ça. Donc on sait le faire sur 2 choses, l'émission de CO2 d'une voiture et la consommation d'énergie d'un appareil de puissance. Ça, c'est objectif, on sait le faire, il y a des labels, des lettres, etc. Bon. Deuxième problème, le mot interdiction. Donc, premier problème, le seuil, la qualification du produit. Deuxième problème, interdiction. Vous venez de toucher le sujet qui est que la publicité est une source de revenus majeure des médias. Donc, comme aujourd'hui, c'est le cas, le président de la République, parce que c'est vraiment lui, et le gouvernement ont décidé de fonctionner par information du consommateur et par incitation. Donc on a imposé les étiquettes énergie et CO2 dans les publicités. Ça a l'air de rien, mais je vous assure, c'est déjà une chouette avancée. Très bref, pardon, bien sûr. Et donc, pour l'instant, nous n'avons pas vocation à trouver les modèles économiques des entreprises, mais ce point est identifié et il a été pris en compte. Une autre question ? Il nous reste 3 minutes, je dis ça aux panélistes. Bonjour et merci beaucoup pour toutes ces informations. Moi, j'ai 2-3 remarques. On parlait du poids des mots. Je trouve que justement, plan sobriété, et il y avait un autre terme maintenant que j'ai oublié que vous aviez utilisé. L'éco-anxiété, en fait, je trouve que justement, c'est des mots qui portent des messages quand même, et des messages plutôt négatifs dans la tête de plein de gens. Donc, sur ce sujet, le poids des mots, il faut peut-être réfléchir à ces termes. Éco-anxiété, notamment, je trouve que c'est... Enfin, quelqu'un d'anxieux, c'est jamais quelque chose de très positif. Il y a plutôt l'éco-lucidité, par exemple, dont on pourrait parler. Deuxième point... c'était le sujet justement de la publicité. Il y a la radio publique ou la télévision publique. En termes de traitement de ces sujets-là, c'est quand même des acteurs majeurs et se pose du coup, moi je trouve la question avec la fin de la redevance de cette liberté et de comment on peut continuer de traiter des sujets qui sont peut-être pas forcément évidents en termes de public au départ. Enfin, il y a un travail pour faire venir les gens sur ces sujets. Et voilà, si on coupe un peu l'argent, les sources de financement, ça peut être, pour moi, c'est un vrai sujet. Et enfin... Est-ce qu'on peut rebondir, transformer, Michel, sur la question, est-ce que quand on est un média public, justement, est-ce qu'on a une responsabilité différente ou plus forte ? Plus forte, oui. Un peu la question. Plus forte, oui. Responsabilité, oui, parce qu'on s'appelle le service public. Donc, ça appartient au public. Donc, ça nous appartient, cette télévision publique. Alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire de la redevance, que c'est peut-être pas le lieu ni le débat. Et puis, juste, on est sur les 2 prochaines années. En tout cas, on a une pérennisation de notre financement. On verra après au bout de 2 ans. Mais c'est un autre débat. Mais c'est vrai qu'on a une responsabilité importante, parce que voilà, le service public, il est payé aussi par les citoyens français et qui sont extrêmement exigeants vis-à-vis de nous. Ils nous critiquent beaucoup également. Et lorsqu'on porte en effet des valeurs de service public, alors moi je revendique ces valeurs du service public, eh bien ça implique plein de choses. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, nous on est en train de s'interroger aussi sur l'impact aussi de nos reportages, par exemple. On est en train d'essayer d'avoir un espèce de calculateur de l'empreinte carbone du Trésor. On va initier une initiative, une initiée d'opération sur les trésors pour essayer de calculer combien en termes de traces carbone coûte le Trésor. Et pour nous, ça c'est très important. Et je rajouterai quelque chose, un autre volet aussi pour moi qui est très important, très court, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut absolument que sur nos sujets, et nous on a mis en place notamment des outils qui s'appellent nos sources, qui nous permettent d'aller voir aussi comment on travaille sur nos sujets. Sur l'environnement par exemple, de dire que maintenant on n'a pas qu'une source, on va chercher plusieurs sources, et donc il faut que nous aussi on retrouve une espèce de crédibilité, parce qu'on va se dire que la crédibilité des journalistes est un petit peu écornée, et que donc il faut qu'on retrouve cette
cette crédibilité. J'en ai Merci fini. Michel, on va prendre la dernière Je suis question. désolée, je vais prendre une seconde juste pour... moi, je travaille pour un média privé. Et juste pour dire en une seconde, oui, on travaille pour un média privé, tous les deux d'ailleurs. On a la même responsabilité. C'est notre déontologie de journaliste qu'on travaille pour le service public. Enfin, vraiment... La valeur du service public n'est pas approuvée, mais vraiment sur les questions climatiques, j'ai envie de dire qu'importe. Là, on est tous journalistes et on le traite aussi bien qu'on le peut. C'était important et de le surtout, dire. rien n'est interdit. C'est-à-dire, on peut tout dire. Personne ne m'appelle le matin en me disant non, il ne faut pas trop dire ça parce que franchement, ça ne va pas dans le sens de. Je Alors, voudrais préserver la merci dernière beaucoup. question. Je vais faire très court. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Monsieur Dumoré. Là, justement, il parle de la plateforme qui est plutôt dédiée aux jeunes et les JT qui sont plutôt dédiés aux seniors. Et nous, je représente avec plusieurs autres membres l'association pour plus de climat dans les médias. Et c'est pour ça qu'on suit particulièrement les JT parce que les plus émetteurs de gaz à effet de serre, ce sont les seniors. Ce sont ceux qui ont pris l'habitude de vivre dans un monde d'abondance et d'ébriété énergétique. Et donc pour nous, c'est vraiment l'enjeu crucial que les seniors entendent ces messages-là et que ce ne soit pas une seule responsabilité qui soit déposée sur les épaules de la jeunesse. Donc ça, c'était un premier point et c'est pour ça qu'on est vigilant sur le JT. Deuxième chose, vous avez dit très justement qu'il faut parler de la transformation de la société et à quel point c'est fondamental. Nous, on remarque qu'il y a beaucoup trop d'éco-gestes à notre goût. On pointe toujours les éco-gestes des gens. Faut, je sais pas, couper sa clim. Ça n'est que n'importe quoi. 20% de l'empreinte. Enfin, Exactement, et ça, il faut le rappeler. Potentiel de réduction des émissions de CO2. Nous, on aimerait bien aussi voir parler de la transition écologique au niveau stratégique, structurel de l'État, montrer la complexité, montrer comment on peut s'engager aussi en tant que citoyen dans la politique publique, dans la participation citoyenne. Pour moi, c'est un enjeu démocratique, et je ne suis pas toute seule à le penser. Et donc vraiment, on estime que voilà, c'est le rôle des JT de rapporter ça et de donner envie à chacun de s'engager dans la participation citoyenne, parce que c'est sans ça, on ne pourra pas changer la société dans laquelle on vit. Et merci beaucoup de m'avoir... Merci pour ce mot de conclusion. Merci à tous les participants. On aurait pu évidemment parler beaucoup plus longtemps, mais je crois qu'on a évoqué les points principaux de ces sujets. Merci de votre écoute. Au revoir.